It is 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, November 12, 2021, the resolutions and intentions of the Toronto Summit in Canada that ended yesterday have sparked mixed reactions. We shall be shining the light on the point of view of the Secretary General at the All Anglophone Conference, Ellis Smith. Plus, Cameroonians in the political capital of Cameroon, Yaoundé, are not yet aware of the resurgence of the cholera epidemic, which is making its way back in our community. Our reporter, Olivier Mbuziko, extended his microphone to some inhabitants in the capital city to seek their point of view. All the stories and more will be brought to you in full in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start in the French language with Makeda Lidinyotom. Good evening, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Le fédéralisme communautaire, une menace pour le vivre ensemble, c'est du moins ce que pense le bâtonnier Charles Tchungan dans un plaidoyer adressé à la commission du bilinguisme. Ce mardi, notre reporter Léla Renganze l'a joint au téléphone pour avoir plus de précisions. Elle a également appelé Maître Roger Bébé, avocat, lui aussi et militant du PCRN. Ce reportage confronte les deux regards. Maître Charles Tchungan, bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun, opposé à la sortie du livre Le fédéralisme communautaire, écrit par l'honorable Cabral Libi, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Dans un plaidoyer formulé à l'intention du président de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, au cours de la visite à Douala de la dite commission, l'avocat estime que le modèle de gouvernance prôné par le président du PCRN est une atteinte au vivre ensemble. Thèse refutée par maître René Roger Bébé, avocat lui aussi au barreau du Cameroun et militant du PCRN. Moi je considère que d'abord le fédéralisme communautaire, on ne peut pas considérer cela comme un concept, parce qu'en définitive, il y a une antinomie entre la notion même du fédéralisme, qui est une des formes consacrées en droit public par de l'État, et le communautarisme, qui est, n'est-ce pas, le contraire même de l'État, c'est-à-dire un repli identitaire fondé sur des valeurs complètement désuées et contraires au principe de la République. Maintenant, associer la forme de l'État qu'est le fédéralisme au communautarisme, c'est comme si vous mettiez, n'est-ce pas, du vinaigre, n'est-ce pas, dans l'huile pour en faire une sauce. Je considère que c'est un concept extrêmement dangereux. Donc pour nous, la communauté, c'est des gens qui se regroupent parce qu'ils ont des liens affinitaires solides sur le plan culturel, historique, sociologique, anthropologique et autres. Maintenant, le fédéralisme, c'est quoi? Le fédéralisme, c'est juste sur le plan intellectuel. Fédéralisme, c'est une forme de l'État, c'est une notion. Le fédéralisme, c'est une notion, c'est une idée, c'est un concept qui peut avoir donc plusieurs déclinaisons maintenant sur le plan pratique, notamment sur l'organisation de l'État. Maintenant, dans le fédéralisme communautaire, c'est quoi? C'est fédérer, c'est mettre ensemble. Fédérer, c'est mettre ensemble, c'est rapprocher. Ce n'est pas exclure, ce n'est pas créer des affrontements les uns contre les autres. Fédérer, c'est amener ceux qui nous étaient, ceux qui sont différents, à vivre ensemble, à se connaître. C'est pour ça d'ailleurs que nous prônons qu'au lieu qu'on se connaisse à travers les prismes déformants, des stéréotypes ou des clichés, qu'un véhicule certain, tantôt soit par l'ignorance, tantôt par le désir de manipuler, nous prônons que les valeurs des communautés soient apprises à l'école et dès l'école primaire. Cela va faire en sorte que les communautés qui sont différentes entre elles puissent se connaître et donc s'accepter et faire en sorte que leurs différences deviennent plutôt un motif d'enrichissement et non d'exclusion. Voilà ce que nous prenons à travers le fédéralisme communautaire. Pour Maître Bébé, le fédéralisme communautaire est simplement calqué sur la réalité actuelle, une réalité où de nombreuses communautés revendiquent de plus en plus leur autonomie. Dire que nous prenons la haine et que le fédéralisme communautaire est porteur de la haine ou de la division, c'est faux, madame. Regardez tout simplement la réalité. Notre réalité nous contredit sur ce plan.
Notre réalité nous contredit. Vous avez les douanes qui vous disent qu'ils ne veulent pas d'étrangers chez eux. Vous avez les Bamileke qui vous disent qu'ils revendiquent leur communauté, ou bien leur état de grâce civile. Vous avez le NUN qui vous dit qu'ils ont droit à un état. D'ailleurs, même avant que les Allemands arrivent au Cameroun, si vous scrutez bien l'histoire du Cameroun, vous verrez qu'il y avait déjà un département des Bamoun et un département des Bamileke. Vous avez déjà le Nozo qui a revendiqué et qui est déjà entré dans une phase qu'on pourrait appeler opérationnelle pour revendiquer leur autonomie. Vous avez ici les gens de la DT, de Nyon et Kélé et de la Sanaga maritime qui revendiquent la fondation de leur grand département, de leur grande région qu'on appelait à l'époque la Sanaga, la Grande Sanaga. Vous avez au nord le mouvement 11 millions de nordistes. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ils revendiquent quoi, madame? Donc la réalité est déjà là. Limite du projet, souligne le passe-bâtonnier. L'autre réalité est qu'au Cameroun, on a aujourd'hui droit à un métissage dû au mariage interethnique et au brassage interculturel. J'ai entendu le tenant de cette thèse vous dire que ce fédéralisme communautaire-là aurait pour but de rassembler d'un côté les Bamileke et de l'autre les Sawa et de l'autre côté les nordistes et puis les Bétis, etc. Mais qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Les statistiques les plus crédibles aujourd'hui démontrent que le Cameroun est à 67% métissé. C'est-à-dire que le croisement, n'est-ce pas, des populations, en termes de mariage, etc., on est croisé à près de 67%. Donc vous allez déchirer les familles et les enfants descendants de deux parents participants de deux ou trois communautés. Où les mettrez-vous? Donc en fin de compte, ce qu'on est en train de nous suggérer, c'est de créer dans notre pays une sorte d'apartheid et une sorte de race pure qui serait identifiée en fonction des origines. On aurait une race aérienne Bassa, une race élue Béti, une autre race élue Bamileke, une autre race élue du Nord. Et que ferions-nous donc des enfants issus des couples métissés? Donc 67% de la population camerounaise serait donc exclue de cette démarche qui m'apparaît complètement en dehors de tout concept. Au moment où les clivages tribaux semblent prendre le pas sur le vivre ensemble au Cameroun, Maître Charles Tchongan préconise la mort du fédéralisme communautaire, une idée extrémiste selon lui, pour que demeure l'état de droit. Notons que ces critiques et contestations s'enregistrent au Cameroun, alors que le livre de Cabral Libi, président national du PCRN, n'est pas encore paru dans les kiosques. The Toronto summit that ended yesterday in Canada with actors hailing from the northwest and southwest regions of Cameroon has sparked mixed reactions. One of these reactions is that of the Secretary General of the All Anglophone Conference, Ellis Smith, who says every resolution pertinent to the state must be discussed on home soil. Let's get his reactions in the following report by Josephine Binze. Refusing to recognize Cameroon's political dispensation in a bid to resolve issues pertinent to the state is throwing water on a duck's back. All Anglophone Conference Secretary General Ellis Smith highlights some fallouts of the 4-day summit in Toronto, who had in attendance Cameroonians who trace their roots from the northwest and southwest regions. I think we should be honest with ourselves, we should be humble, we should be patriotic. Anything that has to do with Cameroon should be done in Cameroon. We are not refusing history. Southern Cameroon existed, West Cameroon existed, but it is something of the past. And then secondly, what are the positions they are proposing? If you say you are coming to dialogue based on the terms of separation, it means that you are not willing to dialogue. Dialogue is a matter of give and take, and we should be ready to make compromises. And secondly, why didn't they do it here in Cameroon? Why must they always do something out of Cameroon? Why should it be sponsored by foreigners? I'm saying, as the Cardinal said, Cameroon is big and old enough to handle
anything that concerns Cameroon. We are Cameroonians. I'm not saying we are perfect. Very vocal on issues related to the ongoing socio-political crisis, Ellie Smith, however, seconds the failure of the military solution to tackle the unrest. Yes, a military solution can never solve this problem. The best and the strongest army in the world is that of the United States. It never won in Iraq. It never won in Vietnam. And we are Cameroonians, we must dialogue among ourselves. The just ended 4 days consultations has sparked several reactions on social media, as many hold the assertion that it is a duplicate of the late Cardinal Tumi's thoughts on the crisis. This thread is one of many initiatives brought forth by government and Anglophones to end the turbulence in the Anglophone regions. And still in line with the crisis, let's get on this press release from the Ministry of Defense. On high instructions of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces, the Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie on Tuesday, November 2, 2021, received at his cabinet the family of Privat Mvogo Rigobert Achille of the Gendarmerie, who died under horrible circumstances during an operation on October 14, 2021 in Boya, Fako Division of the Southwest Region. The Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie on the occasion has presented to the family of the young Privat the condolences and messages of sympathy of the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces. In response to this, the representative of the family of the late Privat Mvogo Rigobert Achille thanked the President of the Republic for such a remarkable show of care, concern and reassurance. At the end of the meeting, Father Alphonse Capture, parish priest of Notre-Dame du Lac Messa and military chaplain, prayed for the peaceful repose of the souls of Privat Mvogo Rigobert Achille and the young Enon Diale Chwenga Carol Louise and all victims, civilian, military, of the atrocities perpetrated by armed gangs in the far north, northwest and southwest regions of Cameroon. The minister delegate further on at the presidency in charge of defense avails himself of this opportunity to recall that the investigations opened following the double loss tragic incident are well on course in view of establishing all appropriate legal implications thereof. Finally, he affirms the Republican commitment of the defense and security forces in accordance with the high-standing directives of the Commander-in-Chief of the Armed Forces to use all available means to always protect citizens throughout the national territory in general, and particularly against violent armed groups operating in the far north, northwest, and southwest region. And this communique was signed by Cyril Saoul, head of the Communications Division of the Ministry of Defense. And now we take on this other brief. Manfred Likinemboa is the delegate of communication of Ngokatunja in the northwest region of Cameroon, who has been kidnapped by alleged separatist fighters who were asking for the sum of 1 million francs CFA for his release. We shall be bringing you updates on the story. We'll continue this newscast in the French language with you, Makeda Lidi Newton. Et nous allons parler d'autres choses dans ce journal. Comme vous le savez, les employés de l'entreprise camerounaise chargée de l'assainissement public ISACAM ont récemment observé une semaine de grève pour réclamer le paiement de 3 mois d'arrêt des salaires. L'État avait désamorcé, souvenez-vous, la grève en payant une partie de la dette et depuis, les camions de ramassage des ordures ont repris du service. À Yaoundé notamment, le maire de la ville a fait une sortie pour dire ce qui s'est passé. On fait le point dans ce reportage d'Olivier Bouziqueux.
C'est depuis le 22 octobre que Yaoundé étouffe à cause des tas d'immondices nauséabonds. La ville est presque transformée en un dépôt d'ordures suite à la grève générale des agents d'Isakam. Pourtant, une situation qui aurait pu être évitée selon le maire de la ville si les grévistes n'avaient pas bloqué. La décharge est située en Kolfoulou, une banlieue non loin de la capitale. La situation va se compliquer sur le terrain parce que non seulement qu'il y a un dérapage assez grave où les agents d'Isakam partent de leur base, siège de leur société, pour aller barrer l'accès à la décharge d'un Kolfoulou, qui est une propriété exclusive de la communauté urbaine et qui est utilisée par d'autres prestataires. Et c'est ce qui a donc fait que la ville soit bloquée, parce que ce n'est pas Isakam seul qui nettoie la ville. D'autres prestataires privés aident la ville à être propre. L'autre regret du magistrat municipal est l'absence de célérité dans l'exécution du marché liant la mairie de la ville et la société Isakam. Il a fallu une séance de travail à la présidence de la République pour que les points soient mis sur les i. On ne peut pas venir étouffer Yaoundé sur la base des arriérés qu'Isakam aurait relativement aux prestations réalisées ailleurs. À l'issue de cette séance de travail, il a donc été convenu que le lendemain, c'est-à-dire le 26 octobre, une fois que la Direction générale des impôts nous produit la preuve de l'enregistrement, instantanément, le receveur municipal de la communauté urbaine va procéder au virement des décomptes déjà mandatés qui attendaient à son niveau. Et c'est ce qui a été fait. Ces virements ont été faits. Les décomptes payés, les agents d'Isakam, appuyés par des structures privées, ont repris le nettoyage de la ville le week-end dernier. Le maire en appelle à la collaboration des populations et surtout à plus de civisme pour certains. Lorsqu'on rencontre des ordures, parfois à l'entrée des services publics ou alors au beau milieu de la route ou bien sur un terre-plein, cela montre que quelqu'un s'est organisé ou alors des gens s'organisent pour poser ces actes et donner l'impression que rien ne marche. Une nouvelle décharge d'ordures sera ouverte dans les prochains jours. Aussi, à l'approche de la Cannes, plus de 500 jeunes et une trentaine de camions privés seront recrutés par la mairie pour soutenir Isakam, presque essoufflé par le volume de travail. C'est depuis le 22 octobre que Yaoundé étouffe à cause des tas de... Toujours à Yaoundé, les habitants ne sont pas au courant du retour du choléra dans leur ville. Une information pourtant communiquée par le ministre de la Santé publique qui précise également que des cas de choléra ont été détectés dans la région du sud-ouest. Plus de détails dans ce reportage d'Olivier Bouziqueux, une fois de plus. Dans la capitale politique, ce 2 novembre, plusieurs citoyens ne sont pas au courant qu'il y a résurgence du choléra à Yaoundé. Je ne suis pas encore au courant, mais vous venez de m'informer. Merci. Certains ont l'information, mais envisagent se renseigner davantage sur les manifestations, mesures de contraction et prévention de la maladie. Ce que je sais déjà, c'est que le choléra, c'est une maladie qui a un rapport avec la question de salubrité, l'eau, l'alimentation. Je crois que les dispositions vont être prises pour que, sur ce plan-là, qu'il n'y ait pas de risques à prendre. Pour d'autres, la priorité majeure est de protéger les enfants plus exposés que les adultes. Déjà, comme on a de l'eau courante à la maison, ce qui est très important, laver les mains constamment et puis laver les fruits et les légumes. On protège aussi les enfants au niveau de la façon de manger et tout. Pour que ça n'arrive pas dans ma famille, il faut que je garde mes enfants en sécurité, c'est-à-dire la propreté. Il faut qu'ils lavent les mains avant de manger. Il doit les mettre aux petits soins. Aussi, pense-t-il, sensibiliser l'entourage sur le retour du choléra et pas seulement. De désengorger les rigoles, parce que la majorité de nos enfants sont souvent victimes de ce cas de maladie et ils passent leur temps à jouer dans ces rigoles-là. Les ustensiles de cuisine, tout le reste, tout ce qu'on utilise pour l'alimentation, pour les questions de boissons, je crois qu'on va veiller à ce que ce soit de bonne qualité. Sensibiliser aussi les autres. C'est le week-end dernier qu'un cas de choléra a été confirmé suite à des analyses médicales effectuées au centre Pasteur de Yaoundé. Tout de suite, un dispositif de riposte a été enclenché, mettant tous les districts de santé de Yaoundé et des autres régions en alerte. Aussi,
La surveillance épidémiologique a été renforcée au niveau des frontières, notamment avec le Nigeria, où une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs mois. Awareness on cancer. We take this brief with the aim to raise awareness on the dangers of breast cancer and ensure many women get early diagnosis and treatment. The NGO Welisani Foundation, together with Dare to Live with Angel, organized a cancer awareness walk in Yaoundé over the weekend. The walk, which assembled people from all walks of life, brought together medical experts who educated women on this pathology while carrying out free screening tests. The fun fair continued with exercises, with all present supporting the theme of this cancer awareness walk, 1,000 Stronger. This was to commemorate the Cancer Awareness Month of October. And now we talk something else. The Yaoundé Criminal Court sentenced former director of the Telecommunications Regulatory Agency, Jean-Louis Bilingue, to 20 years imprisonment on Monday, November 1, 2021. Onila Donet gives us more details. It will be 20 years in prison for Jean-Louis Bilingue. This is a verdict passed yesterday by the Special Criminal Court against the former Director General of the Telecommunications Regulatory Agency and his co-defendants. The sentence falls following proceeding initiated by the State of Cameroon against the ex-CEO on the charges of embezzlement of state funds for individual purposes, a sum estimated at over 380 million CFA francs between 1999 to 2013. Other charges included the collection of undue premiums of funds allocated to the Comique Agro-Pastoral of Eboloa, as well as sovereignty funds, support for guardianship, and an irregular increase in his salary. Jean-Louis Bilingue was also prosecuted for complicity in the embezzlement of the sum of about 380 million with Gaston Michel Etetan Tonga, former accountant of the Telecom Regulatory Agency. Before this final verdict yesterday, November 1, 2021, in the political capital, Mr. Bilingue served as General Director of Art for over 18 years. Dismissed on June 8, 2017, he has been in detention ever since. Ce 2 novembre est journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Au Cameroun, le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, constate que les journalistes continuent d'être menacés dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage. Pour le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, les droits des journalistes sont de plus en plus violés dans l'exercice de leur profession. Il y a eu, depuis un certain nombre d'années, des cas d'atteinte grave, d'atteinte physique contre les journalistes, des gens qui ont été, des collègues qui ont été agressés physiquement, le matériel confisqué, des journalistes qui ont été battus par des éléments de force de l'ordre. On a encore en mémoire l'affaire Bilingue. Ces dernières années, on a parlé il y a eu des cas de journalistes d'expression anglaise qui ont été interpellés, incarcérés, même si d'autres ont été libérés. Le cas qui vient à l'esprit aujourd'hui, c'est l'affaire Ouazizi, un journaliste mort en détention. Face à cette situation, le syndicaliste demande le vote des lois nationales et internationales pour sanctionner toute violation des droits des journalistes. Le problème qui se pose à tous les défenseurs et protecteurs des journalistes, c'est d'obtenir de nos États à travers la législation nationale, de nos États à travers une législation internationale, que ces atteintes physiques
que ces violations graves de l'intégrité des journalistes soient sanctionnées par la loi. Ça, la journée a été instituée pour des raisons que l'on connaît, la mort tragique de Ghislaine Dupont, Claude Verlon, une mort qui n'a pas été élucidée jusqu'à ce jour. Ce 2 novembre marque la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Occasion de constater que depuis plusieurs années, le Cameroun régresse en matière de liberté de la presse. D'après le classement annuel de Reporters sans frontières, le Cameroun est parti de la 129e place sur 180 en 2018 pour la 131e place en 2019 et a chuté à la 134e place en 2020. Ce reportage que nous refermons ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Bonsoir. Bakedali Newton. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of a bilingual newscast on Spectrum Television. Bye-bye.